Merci beaucoup, Kristen, pour cette introduction. Des remerciements spécifiques aussi au décanat de la faculté dans son ensemble pour organiser cette journée et pour nous permettre de fêter avec vous ces nominations. Donc, c'est pour moi vraiment un plaisir d'être ici devant vous ce matin. Merci aussi à mes collègues, à mes amis, à ma famille et aux étudiantes et aux étudiants qui sont venus dans cette salle. En ce mois de mai pluvieux, et semble-t-il en ce mois de juin pluvieux, vous avez peut-être cherché à vous occuper et vous êtes allé sur votre plateforme de séries préférée. Aujourd'hui, ce sera Netflix, pour découvrir une nouvelle série. Vous êtes alors peut-être tombé sur cette image. Il s'agit de l'affiche de la série Hiramandi, qui semble connaître un beau succès sur Netflix. Une affiche qui montre 6 jeunes femmes, les héroïnes de la série. Ce sont des courtisanes de la ville de Lahore, dans l'actuel Pakistan, dont on va suivre les aventures dans le quartier rouge de la ville, Hiramandi. On se trouve là dans les années 40. C'est le réalisateur Sanjay Leela Bhansali, que vous connaissez peut-être, dont les films sont sortis de l'Inde, qui a été le réalisateur de cette série exprès pour Netflix. Dans le premier quart du XVIIIe siècle, un poète du nom de Dev compose un recueil de poèmes pour son mécène qui officie à la cour de l'empereur moghol à Delhi. Ce recueil ne réunit pas moins de 450 poèmes, tous destinés à la description de l'héroïne. Ce genre d'ouvrage est très demandé au XVIIe et XVIIIe siècle. On a une fascination pour la figure de l'héroïne littéraire et les poètes y répondent en mettant leur talent à disposition de la tendance de l'époque. Le poème que j'ai sélectionné est le suivant. Il est traduit en français à partir donc de la langue braj et il décrit une courtisane. Un sari fin scintillant à une lumière éclatante ressemblant, sa silhouette brille tellement qu'elle en est le miroitement. D'un rubis ou d'un diamant, sa jeunesse possède l'éclat, des pieds à la tête, elle en est l'apparat. Charmant son rire et ses paroles, élégant son regard batifole. D'un brigand, elle possède l'esprit pétulant. Comme une jeune épouse, elle se balade en compagnie de ses camarades. D'une pomme à coque et la couleur de son corps, flamboyant comme de l'or. Au XVIIIe siècle toujours, mais cette fois vers la fin de ce siècle, un artiste peintre miniaturiste, travaillant dans un atelier d'une cour royale du nord de l'Inde, représente une héroïne. Pour lui aussi, comme pour le poète, c'est un thème très en vogue. Et il a choisi ici de représenter une héroïne dans son palais de marbre blanc, entourée de jeunes femmes à son service. Vous ne pouvez pas réellement le discerner, mais cette héroïne, elle se regarde dans... Voilà. Elle se regarde dans un miroir, il vous faudrait une loupe, c'est une peinture miniature donc qui se regarde à la loupe. Elle se regarde dans son miroir et par son geste, on devine qu'elle est en train de se maquiller ou d'ajuster un bijou. Elle ne représente pas une courtisane comme dans les 2 premiers exemples, mais une héroïne en train de se préparer pour recevoir la visite de son amant. Comment le sait-on ? Parce que cette héroïne est une des 8 héroïnes types de base qui forment la théorie littéraire sanskrite datant des premiers siècles de notre ère et qui est représentée ici. Et nous, spectateurs, spectatrices, on est censés reconnaître cette héroïne, savoir l'identifier. Et aussi parce que l'artiste nous conforte dans notre intuition à l'aide d'indices qui annoncent la réunion imminente des 2 amants. Vous voyez dans le fond ici une servante qui a un petit balai fait de plumes de paon. Le paon est l'allégorie de l'être aimé, donc qui sera bientôt rejoint.
On a aussi un ensemble d'éléments qui fonctionnent par deux petits vases, de la vaisselle qui se répond sur la table, et puis en arrière-plan des bosquets qui sont aussi représentés par paires et qui représentent aussi ce futur couple d'amoureux, le bosquet étant lui aussi le lieu par excellence des ébats amoureux. Que remarque-t-on dans ces trois exemples si on en reste à un premier niveau de lecture? On remarque la persistance de la thématique de l'héroïne comme sujet central d'une œuvre. On remarque aussi une persistance dans la manière de représenter cette héroïne à travers les médias, poésie, peinture, affiches d'une série, et à travers les époques 18e, 21e siècle, avec des références au 1er siècle de notre ère. En effet, dans nos trois exemples, l'héroïne se trouve en compagnie d'autres femmes. Leur jeunesse et leur beauté sont mises en avant. Elles sont richement parées en bijoux et en somptueux vêtements. Elles sont brillantes, scintillantes comme de l'or. Elles suggèrent la sensualité, le désir et la séduction. L'attention est portée sur leur corps. Cette représentation a profondément façonné les imaginaires, puisque vraiment elle perdure durant des siècles. Elle s'est vue néanmoins critiquée à diverses reprises, et plus particulièrement au début du XXe siècle, par la critique littéraire indienne, qui ne voyait en elle que sensualité vulgaire et immoralité qu'il était nécessaire de réprimer afin de faire face aux nouveaux défis de la société indienne qui luttait pour son indépendance. De nouvelles héroïnes plus chastes, telles que Sita, la fidèle épouse du dieu Rama, devinrent plus appropriées pour l'époque. Par ailleurs, un lecteur ou une lectrice moderne s'étonnera, à minima, de la mise en avant de ces corps féminins, objets de désir stéréotypés et encloisonnés dans un regard masculin. Par la question que j'adresse dans cette leçon, l'héroïne indienne a-t-elle un visage? Je souhaite tenter de lever le voile afin de faire apparaître le ou les visages de cette héroïne. Comment? En la remplaçant dans son contexte historico-littéraire qui permettra, je l'espère, d'en dresser un portrait plus nuancé et plus juste que ce qui apparaît à un premier niveau de lecture. Nous allons dès lors explorer ensemble une période finalement assez brève dans l'histoire des représentations de l'héroïne indienne qui s'étend plus ou moins du début du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Pourquoi cette période plutôt qu'une autre ? Premièrement, parce que c'est la période sur laquelle je travaille et je crois que c'est la raison principale, la bonne raison pour cette journée. Et plus sérieusement, parce que c'est bien la poésie de cette époque qui a fait de l'héroïne le sujet principal de ses compositions, en produisant, comme je vous le disais en introduction, des textes qui la décrivent sur des centaines de poèmes. Pour commencer, je vous propose d'envisager la figure de l'héroïne comme le visage de la littérature et plus spécifiquement en analysant son rôle dans la littérature Braj. Donc vous l'aurez compris, Braj c'est une langue, c'est la langue dans laquelle ces poèmes sont écrits. Ces poèmes sont composés dans les cours royales du nord de l'Inde et là vous avez les sites principaux dans lesquels, ça descend quand même un petit peu dans le décan, mais dans lesquels cette littérature a été composée. Donc vous voyez que ça couvre une bonne partie de l'Inde. Vous avez Delhi qui est là pour vous repérer. Voilà. Donc on voit que cette langue est cosmopolite et que cette langue, elle permettait aussi des échanges entre les artistes, les poètes de ces différentes cours qui travaillaient des thématiques similaires. Vous dire aussi que ce courant spécifique s'appelle Riti, que je vous ai mis là, et qu'il va donc réunir ce courant tous ces poètes qui travaillent sur cette littérature de cours. La langue Braj devient la langue littéraire et c'est vraiment un choix des poètes de cette époque parce que jusqu'à présent, on travaillait plutôt avec la langue sanskrite qui était la langue du Kavya. Donc le Braj va remplacer cette langue sanskrite qui coexiste à cette époque-là, bien sûr, avec le persan qui est la langue de la cour impériale moghole.
Les poètes de langue bradj se positionnent clairement donc dans le choix de la langue, mais ils se positionnent également sur le contenu thématique de leurs œuvres. Ils veulent écrire sur l'amour. Dans la palette des sentiments et des émotions qu'ils ont à disposition, une palette qui est définie clairement dans la poétique bradj, ils choisissent le sentiment amoureux comme étant le sentiment dominant. On le constate ici dans un texte du poète Keshavdas, qui est considéré comme le fondateur de ce courant littéraire. Donc il dit ceci: l'amour, le rire, la colère et la compassion, l'émerveillement, l'effroi, le courage, la répulsion, la paix. 9 est le nombre des émotions aux diverses formes et significations. Parmi elles, Keshavdas dit « Celle qui domine les autres est l'amour. Et le Seigneur divin, le puissant Hari, est le Dieu que l'amour a choisi pour toujours. » Le contexte religieux est celui de la dévotion à la divinité Krishna. C'est pourquoi c'est ici Hari Krishna qui représente l'amant. Comme on le voit aussi bien sur cette illustration, vous voyez, il est reconnaissable en bleu avec son amante ici qui est sur le point de le quitter. Mais d'un point de vue technique, c'est l'héroïne qui est définie comme le facteur sous-jacent nécessaire à l'élaboration poétique du sentiment amoureux. Un sentiment qui est compris non comme un amour pur et chaste, mais bien comme un amour sensuel qui mène à l'union sexuelle des amants. Élément des plus importants, le terme qui désigne l'héroïne est celui de naïka, un terme sanskrit utilisé en bradj qui dérive de la racine ni, qui signifie guider, conduire. La naïka est donc comprise comme celle qui conduit vers l'expression de l'émotion amoureuse et celle que les poètes vont privilégier par rapport au héros masculin pour exprimer ce sentiment. Le héros masculin, c'est le nayaka, donc c'est la même racine, c'est aussi celui qui conduit, mais ce n'est pas lui qu'on va favoriser. C'est pourquoi elle va être déclinée à l'infini en héroïne passionnée, timide, enjouée, triste, fâchée, jalouse, rêveuse, inquiète, plus ou moins expérimentée avec son amant, etc., etc. C'est cette multiplicité qui a fortement imprégné l'imaginaire et qui fait qu'encore aujourd'hui, ces codes sont repris pour représenter l'héroïne. Je vais prendre ici l'exemple d'un type d'héroïne que les poètes travaillent et sa répétition chez différents auteurs et dans différentes illustrations. Il s'agit de la naïka qui est appelée Utkantita, c'est-à-dire c'est l'héroïne qui se languit de son amant. Je ne vous ai pas mis le poème ici, je vous ai mis la peinture pour que vous puissiez vous représenter, mais le poème raconte la chose suivante, il décrit cette héroïne au teint blême parce qu'elle se languit de son amant qui n'est pas encore présent. La lune s'est levée, les rayons de cette lune éclairent son palais, mais il n'est toujours pas présent. Elle partage son angoisse avec sa confidente. Mais où est cet amant? Pourquoi n'est-il pas auprès de moi? Serait-il dans les bras d'une autre femme? La même naïka est représentée ici, la même héroïne. On la voit ici plutôt les mains jointes. On dirait qu'elle est en train de prier, mais en fait, elle interroge la lune qui est présente ici, et elle essaye de lui faire passer un message. Elle est toujours en train de se languir de la présence de son amant, et elle se dit peut-être la lune va transmettre à cet amant mon angoisse et mon attente, et qu'il va finalement arriver. On devine qu'il est tard. Vous voyez une des servantes ici qui est déjà endormie, qui n'en peut plus d'attendre cet amant, décidément en retard. Toujours la même héroïne, représentée quelque peu différemment. Et cette fois, je vous lis le poème qui est directement écrit ici, vous le voyez,
peut-être là, vous le voyez, au-dessus de la peinture. Alors, généralement, les poèmes sont régulièrement écrits au recto de la peinture, mais parfois aussi on les trouve directement sur les peintures elles-mêmes. Cette fois, je vous lis ce poème. Le soir venu, l'aimé n'est toujours pas apparu. Rongée d'inquiétude, d'un sari bordé d'or vêtu, la jeune femme de son balcon est descendue. « Je ne puis comprendre un tel retard, dit le poète Gval. Debout se tenant, le bananier étreignant, son visage exprime sa préoccupation. » Et vous voyez la peinture ici qui rend fidèlement le poème écrit au-dessus et l'angoisse qu'on peut lire et la tristesse aussi qu'on peut lire dans le visage de cette héroïne. On voit au travers de ces exemples que c'est bien l'héroïne qui est à la base de l'expression du sentiment amoureux. C'est au travers d'elle que nous, spectateurs, spectatrices, lecteurs, lectrices, on ressent cette peine dans laquelle se trouve l'héroïne. On voit également qu'il y a diverses façons de se référer à une héroïne en particulier, élaborées par chaque poète et par chaque artiste peintre. Et finalement, il est aussi tout à fait clair que la naïka de la poésie se décline également dans les arts visuels et que les deux médias se répondent dans leur compréhension et dans leur description de l'héroïne. Dès lors, on peut considérer que l'héroïne est non seulement le visage de la littérature, mais elle est le visage des arts. Et je veux ici aller un pas plus loin encore. Vous reconnaissez peut-être l'héroïne du début, qui se regarde dans le miroir. On avait dit que c'était une héroïne précise, qui est définie par la poétique Braj. Ici, je vous ai accolé un poème d'un auteur qui s'appelle Matiram et qui a évidemment écrit sur cette héroïne. Donc il en dit ceci: « Assise sur le lit, ce parent d'ornement, si impatiente de rencontrer son amant que la journée semble infinie, aussi longue que le sari de Draupadi. » Donc de nouveau, cette attente infinie. Cette même héroïne est aussi reprise par une autre catégorie de textes, des traités sur la musique qui exposent les variations des modes musicaux. Ces traités sont représentés visuellement par ce qu'on appelle des guirlandes de mélodies. C'est toujours des termes extrêmement beaux et expressifs, dans lesquels les mélodies sont représentées par des personnages masculins, raga, et des personnages féminins, ragini, qui, tout comme les héros et héroïnes des textes littéraires, représentent l'émotion d'amour que la représentation est censée susciter. À droite de la slide, c'est une illustration d'une ragini en particulier. On lit son nom ici en haut. Elle s'appelle Vilaval Ragini. Et vous voyez qu'elle ressemble à notre héroïne au miroir. Elle est, elle aussi, en train de se parer et de s'orner en vue de la future venue de son amant. C'est bien ici, dans ce texte-là, une référence à la naïka. Donc c'est bien cette héroïne au miroir qu'on veut représenter ici pour susciter l'émotion de ce raga en particulier. Cette héroïne, cette ragini, elle a un époux. Son époux, c'est le raga Hindola. Et Hindola, c'est une mélodie qui est associée au printemps et qui se joue en début de journée. En termes visuels, c'est donc l'héroïne qui se prépare sur sa couche et qui est impatiente de revoir son bien-aimé, qui sert à illustrer cette mélodie spécifique. Et maintenant, pour que vous fassiez un peu l'expérience esthétique que les esthètes de l'époque pouvaient ressentir en contemplant une telle image, je vous invite à entrer dans cette image. Imaginez-vous au sein de ce palais de marbre blanc.
Vous voyez au centre la naïka, que vous identifiez comme une naïka qui se languit de son amant. Vous la voyez se parer, se préparer. On est le matin, le soleil vient de se lever, le pan chante et indique aussi la présence future de l'amant. Vous entendez les cliquetis d'eau de la fontaine. On est le matin, il ne fait encore pas trop chaud, donc l'ambiance est tout à fait agréable. Vous avez en arrière-fond un poète qui est en train de clamer le poème de Matiram. Et puis finalement, les musiciens vont jouer Raga Hindola pour vraiment donner l'expérience sonore de ce que vous êtes en train de regarder. Saga mada ni mada sa sada mada ni da maga maga sa. C'est le type d'expérience esthétique qui est proposé aux esthètes de l'époque à l'aide de ces différents supports. Et la figure de l'héroïne est celle par qui tous ces éléments sont reliés. Au travers d'elle, ils se répondent d'un support à l'autre, sons, images et mots. Et puis, bien sûr, il faut imaginer les odeurs. Certains poèmes évoquent le bois de santal, l'encens, les fleurs odorantes dont l'héroïne se parfume. Maintenant, une fois qu'on a reconnu la richesse de cette figure, on reste néanmoins avec l'idée que l'héroïne est une figure littéraire idéale, répondant à de nombreuses conventions et exprimant la richesse du sentiment amoureux tel qu'il est conçu dans la poésie de cour, mais qui semble finalement dénué de toute personnalité propre. Parmi toutes les héroïnes que je vous ai montrées, difficile de percevoir des individualités. Au-delà de ce qu'elles véhiculent, si on se concentre sur elles, elles sont toutes jeunes, belles, parées de beaux vêtements et définies par rapport à une figure masculine en présence ou en devenir dans les cas que je vous ai montrés. Mais malgré cela, je vais montrer dans mon dernier point que l'héroïne peut aussi représenter le visage des femmes de la cour. Et ce, sous différents aspects. Tout d'abord, nous savons que les femmes participaient activement à la vie des cours, notamment sur le plan des arts. Nombre d'entre elles étaient musiciennes, danseuses, poétesses, sans compter les membres féminins des familles royales qui avaient le pouvoir financier de s'impliquer dans la vie artistique de la cour, par exemple en commanditant des peintures murales, des peintures miniatures, en ornant les temples de la divinité qu'elles préféraient. Les femmes de la cour possédaient également leur propre bibliothèque et elles veillaient à entretenir leur collection personnelle. Des textes, tout comme des peintures miniatures représentant l'héroïne, y étaient inclus. La naïka pouvait représenter un idéal dans lequel elles étaient tout à fait susceptibles de se projeter, au-delà du fait d'apprécier le raffinement de cette poésie, d'autant plus si celle-ci était imprégnée dans une ambiance de dévotion krishnaïte qui résonnait au sein du cadre religieux qui était le leur. Et je vous ai mis par exemple ici un poème que je ne vais pas lire, mais qui représente la favorite du dieu Krishna, Radha, qui est décrite ici comme exceptionnelle, si exceptionnelle que les êtres humains, le cosmos, la faune et la flore réagissent à son passage. Donc c'est vraiment une forme d'idéal dans lequel on peut imaginer se projeter. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes si on essaie d'une part d'interroger nos sources de manière différente et d'autre part de collecter des sources écrites par des auteurs femmes. C'est un mouvement de la recherche récent en études textuelles et en histoire de l'art qui fait cet effort de collecter des informations, pour cette période-là, je spécifie, qui fait l'effort de collecter des informations, d'interroger autrement afin de reconstruire le point de vue des femmes.
Les recherches montrent qu'une stratégie utilisée par les poétesses est d'unir leur voix à celle de l'héroïne afin de fusionner leur récit autobiographique à celui de la figure littéraire bien connue. Et c'est également ce qui est avancé par les historiennes de l'art. Et ici, je me permets de plutôt travailler sur la peinture parce que c'est un peu plus facile, un peu plus visuel. Donc, si vous regardez cette peinture, il y a évidemment beaucoup à dire. Vous voyez qu'on se retrouve dans, de nouveau, une idée d'exprimer le sentiment amoureux. Vous avez le couple idéal ici, formé par Radha et Krishna, qui sont déjà ensemble, qui sont déjà dans l'union. Mais ils sont mis sous un petit bosquet, là au milieu, ils sont un peu en dehors de ce qui se passe dans le reste de l'œuvre. Dans le reste, vous voyez plusieurs vignettes qui représentent une héroïne seule, en attente. Vous reconnaissez notre héroïne au miroir, hein, qui est ici présente. Et on voit qu'on a 3 épisodes avec l'héroïne seule. On sait aussi vraiment qu'on est dans cette idée de sentiment amoureux parce qu'on a partout des petits Kamdev, des petits dieux de l'amour, qui viennent tirer leurs flèches. On en a là, on en a là, on en a là, on en a là. Vous voyez, il est un peu partout. Donc vraiment, on se situe dans cette situation dont maintenant je vous ai parlé pendant plus de 20 minutes. Donc ça, c'est pour le haut de l'œuvre. Maintenant, si on s'intéresse au bas de cette œuvre, on a une autre histoire qui nous est racontée. On voit ici un petit prince qui échappe à la vigilance de sa gardienne et qui vient jouer avec des enfants dans la cour. On voit ce même petit prince, plus grand, adolescent, qui visiblement est en conversation avec une jeune femme. Et puis, on revoit cette même scène ici, ce prince devenu adulte, en compagnie d'une héroïne. Cette scène est en fait un moment de choc esthétique. Vous voyez une héroïne âgée, avec un nez et un menton proéminents, des cheveux blancs, entourée de dames de compagnie, elles-mêmes âgées. Et on voit bien la différence entre les dames de compagnie de ce côté et la jeune dame de compagnie qui s'occupe du roi. Cette héroïne tourne la tête au héros en signe de colère. Donc ils sont dans une discussion qui est plutôt mouvementée. Cette peinture est accompagnée d'un poème d'un auteur inconnu. Le poème est à la première personne et médite sur la question de la maternité et de l'amour maternel. L'amour maternel n'est pas du tout un sentiment qui peut être exprimé dans le cadre de la poétique que je vous ai exposée, et du coup pas du tout dans le cadre de cette œuvre, mais l'auteur détourne ici les conventions liées à la naïka pour exprimer les émotions de cette mère, ce qui crée une tension extrême autant dans le poème que dans la peinture où on a vu cette séparation entre le haut et le bas de la peinture. L'historienne de l'art qui a travaillé sur cette peinture et sur le contexte historique de cette cour, qui est la cour de Mévar, pense que l'auteur de ce poème est en fait la reine Dev Kumari, mère du roi Sangram Singh II, dont les relations se sont fortement dégradées une fois que celui-ci, à sa maturité, a repris les rênes du pouvoir à la suite de la régente. Et donc c'est l'épisode qui serait montré ici sur cette dernière vignette. Cette peinture et le poème qui l'accompagne sont en fait une représentation des tourments de la reine au travers de l'esthétique propre à l'héroïne. Et elle mélange son amour maternel, cette tension entre son amour éternel, et elle utilise l'amour érotique en fait pour exprimer un passage autobiographique. Mon dernier exemple se base sur un texte dont on connaît l'auteur, une courtisane du nom de Mohan Rai, qui a vécu à la cour de Jaipur au XVIIe siècle. Voici un des poèmes de sa collection qui décrit une héroïne brûlante de passion. Donc on est toujours dans le thème.
Un sourcil relevé, la commissure des lèvres irriguées par le nectar d'immortalité, c'est le regard du jardinier qui est recherché. Un sourire marquant le désir, là est la limite, ma chère amie. Tu souffres comme brûlé par le soleil, ton souffle est empli de chaleur, jour après jour sans pareil, il consume ton cœur. Lorsqu'un si tendre amour est en train de germer, comment une telle souffrance tolérer ? Vous voyez ici que l'objet de l'amour de l'héroïne n'est ni un héros lambda, que j'aurais traduit par bien-aimé ou être aimé, ni le roi pour lequel Mohan Rai a écrit ce texte, ni la divinité Krishna, mais un jardinier. Et à nouveau, le jardinier ne fait pas partie des amants potentiels de l'héroïne. J'ai bien sûr ici pas autant de contexte historique que pour la peinture que je vous ai montrée, parce que déjà avoir un manuscrit complet d'une femme dans une cour du XVIIe siècle, c'est déjà un exploit. Alors je ne sais pas grand-chose de cette courtisane. Néanmoins, ma perspective est tout de même de lire ce poème comme un détournement des conventions poétiques liées à la naïka. Mis côte à d'autres poèmes de la collection, l'autrice nous donne à voir quelque chose qui est plus proche de l'intimité et du quotidien des femmes de la cour, comme par exemple ici un amour illicite. Enfin, pour argumenter dans ce sens, voici une peinture qui vient des collections du musée Rydberg, peut-être. Pardon. J'ai bientôt fini du coup. Une peinture qui vient des collections du musée Rydberg de Zurich, dont la thématique est elle aussi inhabituelle. On voit aussi qu'il est question d'un amour illicite. On ne sait non plus pas grand-chose de cette peinture. Bien sûr, ces thématiques sont mise de côté par rapport au pléthore des thématiques habituelles. Donc on ne sait pas grand-chose de cette peinture. Néanmoins, on voit qu'on est au début du jour, les torches sont encore allumées, que l'amant est venu avec sa barque et qu'il profite que tout le monde dort, y compris les animaux et le chien qui est réveillé, mais qui n'a pas l'air très actif. Il profite pour grimper la muraille du palais et la naïka est, elle, déjà toute prête à sortir et à s'enfuir avec cet amant qui, visiblement, n'appartient pas du tout à la même cour qu'elle. Donc, elle représente également un amour interdit. Bien, j'ai fini, je crois, mon parcours. Au travers, je me perds dans mes poètes et mes peintures. J'ai fini ce parcours au travers de cette poésie braj et de ces peintures miniatures. J'espère avoir esquissé quelques visages possibles de l'héroïne, des visages qui sont le miroir de strictes conventions littéraires, mais qui vont également au-delà des limites de l'image parfaite de la naïka. L'héroïne est diverse, elle est multiple, et dans tous les cas de figure, elle est celle qui raconte les histoires.